J'ouvre ma nouvelle chaîne YouTube Mogota Off. Pour toutes celles et ceux qui veulent me suivre sur une nouvelle aventure de bouffe, de vlog, de voyage, ça se passe juste ici. Regardez-moi tous ces plats que j'ai déjà filmés là. Ça donne pas envie. Des lasagnes, des burgers, il y aura des dégustations. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez avoir Mogo en mode morphal avec un contenu un peu plus léger, un peu plus drôle. Et je pense que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me suivre et donner de la force, la chaîne est juste en bas en description. Et franchement, je vais faire ma petite pub, mais vu ce qui va arriver là-bas, ça va être vraiment sympathique. Je compte aller en Algérie, je compte me déplacer jusqu'en Asie. Il y aura plein de vidéos sur ma folie, sur de la bouffe, sur du jeûne intermittent que je pratique. Ouais, vous allez voir un peu la bête, vous allez un peu voir ce gros Mogo de 117 kilos perdre ses kilos, vous donner ses astuces. Ce sera un peu une chaîne vlog où vous pourrez suivre mon quotidien et ma folie à travers la bouffe. Je vous montre deux petits extraits de vidéos que j'ai déjà tournées. Hyper savoureux, juicy. J'ai envie de l'appeler le Magma Burger pour le coup. Une petite oreiller. Je vais taper un croc sans plus attendre parce que j'ai vraiment faim. Je vous attends très nombreux la famille, je vous mets le lien juste en description. Il y aura des vidéos chaque semaine autour d'une bonne bouffe. Enfin bref, on reprend notre histoire. Notre histoire prend place à Islamabad, capitale du Pakistan. Noor Moukadam est née le 23 octobre 1993 à Amman, capitale de la Jordanie. Elle est la fille de Shokat Moukadam. Elle a un frère et elle a aussi une sœur. Noor a la double nationalité jordanienne et pakistanaise. La jeune fille est issue d'un milieu aisé et je dois même dire privilégié. Son père exerce la fonction de diplomate à l'ambassade pakistanaise de Dublin, en Irlande. Il a auparavant été envoyé à l'ambassade basée en Corée du Sud ainsi qu'au Kazakhstan. La famille fait bien sûr partie du voyage. Noor est scolarisée à l'établissement Our Ladies Grove dans le quartier de Goldstone. Elle va y rester de l'école primaire jusqu'au lycée. Dès ses premières années, le caractère de Noor attire ses semblables. La jeune fille est gentille et très attentionnée envers les autres. Elle n'a pas de ressentiment envers les personnes qui se montrent méchantes à son égard. Noor se concentre sur le positif. Elle a un très grand cœur. La jeune femme est volontaire durant son temps libre dans des associations. Elle aime également les animaux. Il lui arrive de nourrir les chiens ou les chats errants dans son quartier. Vous voyez, quand une histoire commence comme ça me fait sourire. Déjà, une personne qui aime autant les animaux, que ce soit des chats, des chiens ou toutes sortes d'animaux, tu sais que c'est une belle personne. Moi, perso, je fais partie de la team des chats. J'aime trop les chats. Dites-moi dans les commentaires quel est votre animal préféré et si vous en avez un. Bref, comme je le disais, Noor aimait beaucoup les animaux. Et elle ne perd pas non plus une occasion de partager des photos en compagnie d'animaux sur ses réseaux sociaux. La jeune fille a un groupe d'amis et elles aiment passer du temps ensemble. Les adolescentes apprécient se retrouver au centre commercial d'Undrum où elles font du shopping. Et ce n'est pas seulement au travers des sorties en groupe que Noor prouve son attachement. Elle réalise des cartes personnalisées qu'elle offre à ses amis à l'occasion de leur anniversaire. En ce qui concerne ses relations familiales, tout se passe pour le mieux. Noor s'entend à merveille avec ses parents ainsi que son frère et sa sœur. La jeune fille est particulièrement proche de sa mère, à qui elle se confie facilement. Elle a un tempérament agréable, solaire. La jeune fille est également connue pour son sens de l'humour. À chaque fois, ses proches passent un très bon moment en sa présence. La jeune fille est brillante dans plusieurs domaines. Noor a un tempérament qu'on pourrait qualifier d'artistique. Elle a une passion pour la peinture ainsi que la littérature. Elle est capable de s'exprimer dans plusieurs langues, notamment l'ourdou, l'anglais et le français. Les Moukadam résident à Dublin plusieurs années. Noor est adolescente quand il est temps pour eux de rentrer en Jordanie. La jeune fille, bien qu'attristée par cette décision, n'a d'autre choix que de suivre sa famille. Mais elle va maintenir le lien avec ses amis grâce aux réseaux sociaux. De retour au Pakistan, c'est l'occasion pour les Moukadam de retrouver des amis et des relations de longue date. D'autant plus que Shokat va prendre sa retraite. Ils font partie d'un cercle privé de familles respectables, ce qui donne lieu à des retrouvailles lors d'événements mondains. Si les parents se connaissent depuis plusieurs années, ce n'est pas toujours le cas des enfants. Ces derniers ont eu le temps de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Il est donc naturel de songer pour eux à l'avenir et pourquoi pas au mariage. Et comme souvent,
On espère qu'un tel événement se déroulera dans leur cercle. C'est dans ce contexte que Nour retrouve Jaïr Jaffer. Les jeunes gens se connaissent déjà depuis plusieurs années maintenant. Les Jaffer sont connus dans le milieu des affaires. L'histoire remonte à l'année 1849, avec la fondation d'une entreprise de commerce à Pune, en Inde. Le travail paye et la fortune ne tarde pas à venir. Par la suite, la société Jaffer Brothers est ouverte au Pakistan. Ils étendent davantage le business familial. Les Jaffer ne demeurent pas cantonnés au domaine du commerce. Avec la société Jaffer Business System, ils s'implantent désormais dans le milieu de la technologie. Comme les différentes succursales fonctionnent bien, des fonds sont alloués à des fondations diverses. Les entreprises réunies font que la fortune familiale se compte désormais en millions de dollars. Naturellement, l'empire se lègue au sein même de la famille. À l'approche des années 2020, on songe déjà à un héritier. Zaïr Jaffer fait partie des candidats envisagés au plus haut poste du groupe. Il est temps de présenter ce fameux Zaïr et qui il est exactement. Zaïr Jaffer est né en 1991 à Islamabad, capitale du Pakistan. Il est le fils d'Asmat Adamji et de Zakir Jaffer. Comme vous pouvez l'imaginer, Zaïr vit dans un environnement très particulier. Il fait partie d'une nouvelle génération de la famille Jaffer, qui doit perpétrer le business familial. Le jeune garçon voit ses propres parents s'investir dans leurs activités professionnelles. C'est tout naturellement que Zaïr développe un esprit ambitieux. Zakir, le papa, est associé dans l'entreprise Ahmed Jaffer and Company Private Limited. Asmat, la mère, a suivi de brillantes études, étant même diplômée de l'université de Boston. Elle exerce comme conseillère en santé mentale. Elle se définit comme physiothérapeute. Dans cette pratique, il n'est pas seulement question de la santé de l'esprit, mais également de la santé du corps du patient. Zaïr et son père décident de s'associer ensemble dans un business. Le jeune homme se retrouve directeur de la stratégie de marque dans l'entreprise où son père travaille déjà. À force d'expérience, il monte plusieurs business de son côté. Zaïr travaille au sein d'un bâtiment nommé Therapy Works. Là-bas, il officie en tant que conseiller. Sa mère Asmat y possède par ailleurs un bureau. Le jeune homme acquiert également la nationalité américaine, en plus de sa nationalité pakistanaise d'origine. Pour en revenir au fil de notre récit, Nour et Zaïr se rapprochent. Ils sont désormais dans une phase de leur vie où ils souhaitent laisser quelqu'un entrer dans leur vie. Ils se rapprochent tous les deux de la trentaine et ils ont un cadre de vie plutôt aisé. Nour et Zaïr ont des amis en commun et ils se retrouvent à plusieurs occasions. Les deux jeunes gens se côtoient, sortent ensemble, bien que la relation entre eux ne soit pas confirmée. Ils se laissent du temps. Après tout, rien ne pressait. Le 20 juillet 2021, les parents de Nour signalent la disparition de la jeune femme aux autorités. Ils ont envoyé plusieurs messages et tenté de l'appeler à plusieurs reprises dans la journée, mais c'était sans succès. Ce n'était pas dans les habitudes de Nour de rester silencieuse, et surtout quand ses parents l'appelaient. La dernière fois qu'elle leur a donné des nouvelles, c'était par le biais d'un vocal envoyé à sa mère le matin même à 10h43. Shokat, le père de Nour, a reçu un appel de Zaïr à peu près à la même heure lui indiquant que Nour n'était pas avec lui. Les autorités prennent au sérieux le signalement. Quelque chose clochait. On parlait ici d'une fille d'une diplomate qui n'avait aucune raison de disparaître. Shokat et son épouse n'auront pas à attendre longtemps un retour des services de police. Ils reprennent contact avec les Muqaddam le jour même, vers 22h. Et ce n'était malheureusement pas pour leur annoncer une bonne nouvelle. Nour n'était pas saine et sauve. Non, la jeune femme a été tuée dans la résidence de Zaïr Jaffer. Le propriétaire des lieux a été arrêté sur place, considéré comme le principal suspect. Zaïr est tout d'abord conduit au poste de police. Il est par la suite envoyé à la prison d'Adjala, à une trentaine de minutes d'Islamabad. On l'y place pour une période de 2 semaines en attendant les avancements des investigations. Le jeune homme confesse rapidement être coupable du crime. Pourtant, il ne va pas tout dire et garde en lui de nombreux détails. Les parents de Nour ne sont pas tout de suite mis au courant de la disposition du corps lors de sa découverte. Les agents de police font face à un corps décapité. C'était une véritable scène d'horreur. Les premiers éléments laissent entendre que la jeune femme a été tuée à l'arme blanche. Le corps de la victime est conduit en institut médico-légal afin d'être examiné. Le rapport du médecin légiste révèle le calvaire qu'a subi Nour avant de perdre la vie.
La jeune femme a connu des violences intimes, des violences physiques. Les blessures constatées sur son corps indiquent que Nour a été frappée à l'aide d'un coup de poing américain. Oui, vous avez bien entendu, à l'aide d'un coup de poing américain. Quel est le fou furieux qui a pu faire ça? La cause de la mort est due à des coups de couteau reçus en nombre dans l'abdomen. Les investigations débutent dans la maison où le crime a eu lieu. Les premières preuves sont récoltées, les portables de la victime et du suspect entre autres. La résidence se trouve dans un quartier huppé, entouré d'un mur assez imposant. Personne ne peut voir ce qui se déroule depuis la rue. Un homme est employé en tant qu'agent de sécurité par Zahir. Malgré tout ça, un système de vidéosurveillance a été mis en place. Les caméras couvrent plusieurs endroits stratégiques comme la cour intérieure ainsi que le porche de la maison. Les images sont récupérées pour consultation. Dans un premier temps, on repère Nour se rendre chez Zahir de son propre chef. Elle attend quelques instants à l'entrée avant que la porte d'entrée lui soit ouverte. Cependant, elle est capturée dans la cour intérieure un peu plus tard, entre la maison et le portail menant à la sortie de la résidence. Zahir la rejoint, mais visiblement, les jeunes gens sont en conflit. Ils se tiennent à distance l'un de l'autre. Quand on regarde les images, on voit très bien qu'ils étaient en train de s'embrouiller. D'ailleurs, elle tente de partir quand Zahir s'approche d'elle. Alors que la jeune femme se tourne pour se diriger vers la sortie, Zahir la rattrape violemment par le bras. Nour va tenter de se débattre, mais elle ne peut pas résister à la poigne de son interlocuteur. Celui-ci la traîne vers son domicile, transformant la visite en séquestration. Nour va réapparaître par la suite sur les images de vidéosurveillance. L'une des caméras de la résidence la repère en train de sauter du balcon de la maison. Mais elle n'est plus habillée pareil. Nour est désormais couverte d'un t-shirt et d'une sorte de short de jogging. Il est certain que ces habits appartiennent à Zahir, car ils ne correspondent pas aux mensurations de la jeune femme. Nour se précipite vers le portail menant à la rue. Cependant, un des employés de Zahir se trouve sur son chemin. Il va l'empêcher d'aller plus loin. Sa présence permet à son employeur de les rejoindre. Zahir n'est pas pressé, mais il est visiblement agacé par la situation. Afin de punir Nour pour ses tentatives d'évasion, il la fait entrer dans le petit cabanon de la cour intérieure. C'est une sorte d'abri de jardin pour ranger les appareils et outils pour l'entretien extérieur. La jeune femme y est enfermée, sous le regard de l'employé de son ancien conjoint. Une autre scène capturée par le système de vidéosurveillance fait froid dans le dos. Je ne saurais pas vous dire s'il s'agit de la suite de la fuite de Nour ou si cela a eu lieu un peu plus tard. Toujours est-il que Nour devait se trouver une fois de plus dans l'abri de la cour. La scène a eu lieu sur le porche juste devant la maison. Zahir traîne la jeune femme allongée sur le dos. On voit qu'elle est à moitié consciente de ce qui se passe. L'homme apparaît déterminé, violent, alors que la victime n'est pas en capacité de se défendre. Zahir entraîne Nour jusqu'à l'intérieur de la maison avant de fermer la porte derrière lui. Le portable du suspect est analysé. Le journal d'appel révèle que Zahir a passé plusieurs appels auprès de sa mère durant la séquestration de Nour. Zahir et sa mère discutent ensemble entre 14h21 et 15h17. Un nouvel appel est passé auprès d'Asmat entre 18h35 et 18h42. La dernière conversation téléphonique entre la mère et le fils intervient à 19h30. Zahir va révéler la mort de Nour. Les parents de Zahir sont interpellés 4 jours après les faits, soit exactement le 24 juillet. Ils sont accusés de dissimulation de crime ainsi que de dissimulation de preuves. Mais ils ne seront pas longtemps la cible de la justice et seront acquittés. Cette décision ne sera pas bien reçue par l'opinion publique. On les soupçonne d'avoir joué de leur influence et de leur argent pour s'en sortir. Le visage de Nour apparaît lors de manifestations dans le pays concernant les violences faites aux femmes. Il est hors de question de laisser la jeune femme dans l'oubli. Ses proches font tout pour obtenir justice. La nouvelle de la mort de Nour fait le tour du monde, jusqu'à Dublin où elle a passé son enfance. Ses amis irlandais sont abattus. Ils décident d'organiser une marche blanche pour lui rendre hommage. Les Pakistanais s'inquiètent de voir l'accusé du meurtre s'en tirer à son tour. Zahir a la double nationalité pakistanaise et américaine. Il pourrait jouer sur ce tableau, espérant être sauvé par son deuxième pays. La question de la santé mentale est également posée. Le jeune homme n'a pas eu un comportement exemplaire à l'âge adulte. L'image brillante de Zahir dans le milieu des affaires dissimule une autre facette. Le jeune homme fait face à des soucis de comportement. Il a des tendances violentes qui le conduisent à suivre plusieurs thérapies psychiatriques au cours de sa vie. Zahir a aussi une addiction aux substances. Outre ses comportements, le jeune businessman s'est retrouvé mêlé à une affaire judiciaire au Royaume-Uni.
Il est impliqué dans une affaire de harcèlement et d'agression intime. Zahir se trouve dans une mauvaise situation, mais il peut toujours compter sur le soutien de sa famille. Ses proches jouent de leur relation afin de le rapatrier au Pakistan sans qu'il ne soit inquiété de rien. Nour aurait connu un épisode troublant avant de se faire séquestrer. Zahir a réservé le 7 juillet un billet d'avion pour aller à New York. Le vol était prévu le 19 juillet à 3h50 du matin. Le jeune homme programme un taxi pour le conduire à l'aéroport international pour l'embarquement. Zahir contacte Nour afin qu'elle le rejoigne chez lui à peine quelques heures avant de quitter le pays. La jeune femme fait le déplacement depuis chez elle. Le chauffeur de taxi se présente à la résidence de Zahir à 2h15. L'individu raconte que Zahir tenait Nour par la main et la conduisait jusqu'au véhicule. La jeune femme était pieds nus, ce qui laisse penser qu'elle a été traînée en dehors de la maison. Zahir se révèle avenant pendant la route. Il discute avec le conducteur pendant qu'à ses côtés, il y a sa femme qui est silencieuse. Alors que la voiture est déjà bien avancée sur son trajet, Zahir a invité le chauffeur à faire demi-tour. L'heure avance et il n'aura pas le temps d'embarquer sur son vol à temps. On retrace ensuite les événements à l'aide du témoignage de Zahir lui-même. Durant cette même soirée, Nour reçoit plusieurs messages de la part de ses parents. Shaukat était réellement inquiet pour sa fille. Il lui a envoyé 3 messages restés sans réponse. Zahir n'aurait pas vraiment apprécié de voir le portable de sa compagne se manifester autant. Une dispute a éclaté et Nour a décidé de s'en aller de la résidence. C'est alors que le propriétaire des lieux l'a contrainte à rester chez lui. La raison ayant conduit au crime est finalement révélée. Il s'avère que Nour a refusé la demande de mariage de Zahir. L'homme d'affaires n'a pas accepté cette réponse. Il a préféré séquestrer et torturer la jeune femme plutôt que vivre ce qu'il voyait comme une humiliation. Compte tenu de l'enquête, l'ancien homme d'affaires est accusé de meurtre prémédité. Le Therapy Works, lieu de travail de Zahir et de sa mère, est fermé par les autorités. 6 employés sont placés en état d'arrestation. Ils sont eux aussi considérés comme complices dans l'affaire. Les personnes impliquées se seraient rendues chez Zahir afin de le faire sortir de la maison. Ils n'auraient pas lésiné sur les moyens de procéder. Zahir aurait été attaché à l'aide d'une corde afin d'être tiré hors de chez lui. Ici, j'imagine que l'homme ne s'est pas laissé faire. Et j'imagine aussi que c'est ses parents qui ont appelé à la rescousse pour son fils. Avec l'ouverture du procès en octobre 2021, les médias sont sur le qui-vive. Un fils de bonne famille, homme d'affaires riche, qui tue sa compagne chez lui, c'est troublant. Zahir est constamment suivi par des journalistes. Le jeune homme leur offre d'ailleurs un épisode particulier à la sortie du tribunal. Il confesse l'ensemble des faits, tandis qu'il est escorté à l'extérieur pour retourner en prison. Détaché, l'homme raconte comment il a menacé Nour à l'aide d'un couteau. Au bout d'un moment, la colère l'a emporté. Il s'est rué sur elle et l'a attaquée avec l'arme. Nour a perdu la vie rapidement suite à la réception des coups portés. Zahir aurait paniqué et a appelé ses parents à l'aide. Son père lui aurait conseillé de se débarrasser du corps. Les deux parties tentent d'argumenter en leur faveur. La défense s'appuie sur les soucis de santé mentale rencontrés par l'accusé dans les années précédant les faits. Tout est bon pour disculper Zahir. Il est même fait mention que le frère de Nour aurait pu désirer la mort de sa sœur afin de recouvrir l'honneur de la famille. Ici, c'est quand même très gonflé de dire ça. Donc ce serait le frère qui a maltraité sa sœur chez Zahir, qui l'a enfermé dans un abri de jardin, etc., etc. Alors que je vous le rappelle, le frère de Nour n'est même pas apparu dans les caméras de vidéosurveillance. C'était absolument du grand n'importe quoi de dire ça. L'accusation montre le caractère violent du meurtre. Nour n'a pas seulement perdu la vie le 20 juillet, elle a connu l'enfer. La jeune femme a vécu tout ce qu'il y a de pire avant de mourir. Même après sa mort, son corps a été profané par une décapitation. Zahir savait que les parents de Nour s'inquiétaient. Il est même allé jusqu'à prétendre que la jeune femme n'était pas chez lui, alors qu'elle était encore vivante. La sentence tombe le 24 février 2022. Le juge Attar Rabbani condamne l'accusé à la peine de mort pour le meurtre et l'agression intime de Nour. Zahir Jaffer, 30 ans, ne sera plus jamais libre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a certains articles qui renseignent une condamnation à 25 ans de prison. J'espère que c'est pas vrai parce que ce qu'il a fait est absolument abominable. L'accusé, malgré ses aveux au moment des faits, avait plaidé la non-culpabilité au tribunal. Il assurait s'être retrouvé impliqué malencontreusement dans cette affaire de meurtre. Si Zahir reçoit la peine la plus importante, il n'est pas le seul à être condamné dans le cadre de l'affaire. Ces 2 employés de maison, rendus complices de la séquestration, sont condamnés à 10 ans de prison.
Il est certain que l'homme engagé en tant que garde de sécurité aurait pu sauver Nour. Il y avait juste un portail qui séparait la jeune femme de l'extérieur et de la liberté quand l'individu l'a bloqué. La famille Mukaddam est satisfaite du verdict rendu. Justice a été faite pour Nour. Shaukat, le père de famille, exprime clairement sa joie face aux médias. Il remercie les autorités pour leur travail d'enquête. C'est également pour lui l'occasion de parler de sa fille. Nour, une jeune femme innocente qui a été piégée et assassinée. L'affaire de Nour prouve que la violence à l'égard des femmes ne sont pas propres à une classe sociale. Zahir Jaffer est à ce jour toujours incarcéré à la prison d'Adalia. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et autant vous dire que cette histoire m'a fait beaucoup de peine. Elle avait toute la vie devant elle, Miskina, et il va lui arracher sa vie. Cet homme était un véritable monstre. Tout ça parce qu'elle a dit non à ta demande de mariage, toi, tu vas lui arracher la vie. Faut vraiment être un monstre pour faire ça. Nour Mukaddam avait déjà vécu une existence hors du commun à son plus jeune âge. Fille de diplomate, elle a vécu une partie de son enfance en Irlande. La jeune femme a bénéficié d'une éducation soignée, privilégiée. Après s'être rendue dans son pays, Nour retrouve la société de ses parents. Elle se mêle ainsi aux filles et fils de bonne famille. C'est après l'une de ces occasions que Nour retrouve Zahir Jaffer, l'héritier d'un empire dans le milieu des affaires. Une relation va se nouer entre les deux. On ne sait pas combien de temps Nour et Zahir se fréquentaient, en tout cas suffisamment pour que les familles soient au courant. Pourtant, leur histoire ne semble pas aussi idyllique qu'espéré. Alors que la jeune femme rend visite à son conjoint, elle se retrouve séquestrée. C'est malheureusement la mort qui va la libérer de ce calvaire. Zahir, reconnu coupable, est condamné à la peine capitale. L'homme qui était brillant sous tout rapport avait en réalité une face bien sombre. Il avait déjà été inquiété par la justice au Royaume-Uni. Il rencontrait également des soucis de santé mentale. Mes pensées se dirigent naturellement vers les proches de Nour. La jeune femme avait toute la vie devant elle. Elle faisait la fierté de ses parents, avait un parcours brillant. C'est malheureusement l'ego d'un homme qui a brisé tout espoir de connaître l'avenir de Nour. Maintenant que cette première affaire est terminée, je vais vous laisser avec la deuxième affaire du jour. Aujourd'hui, on va découvrir le terrible destin de Samia Shahid. Cette jeune femme est une victime d'une catégorie de crimes vraiment abjects. C'est un sujet qu'on a déjà vu dans d'autres affaires. Il s'agit bien évidemment du crime d'honneur. Il y a certaines régions dans le monde où les crimes d'honneur sont plus présents. Le Pendjab, qui est une province du Pakistan où est originaire Samia Shahid, bat malheureusement des records dans cette catégorie. Il faut savoir qu'en 2020, le Pakistan était considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde, et plus précisément pour la sécurité des femmes. D'après un recensement de la Human Rights Commission of Pakistan, plus de 1000 femmes y sont tuées chaque année au nom de l'honneur. Sur ce, après cette petite intro qui nous donne un aperçu de ce qui nous attend, recentrons-nous maintenant sur l'histoire de Samia Shahid. Mais qui est Samia Shahid? Eh bien, c'est une jeune citoyenne britannique, née en 1987 à Bradford. Sa famille est originaire de Pandori, qui est un village du Pendjab au nord-est du Pakistan. Elle a une enfance tout à fait sereine et normale en Angleterre. C'est une petite fille qui adore sa famille et qui est très proche de son papa. Elle fait partie d'une grande famille. Sa mère a 5 frères et donc plein de tantes, de cousins, de cousines, etc. C'était une famille plutôt aisée. Ils possèdent une société de location de véhicules, donc financièrement, ça allait. Samia est décrite par tous comme étant très gentille, douce, marrante et surtout très belle. Elle est thérapeute et adore conduire, surtout des voitures décapotables, pour se sentir libre et vivante. Lorsqu'elle était étudiante, elle n'a jamais eu besoin de faire de job étudiant pour s'acheter ce qu'elle veut. C'est ce qu'on peut appeler une fille à papa. Elle était gâtée et avait à peu près ce qu'elle voulait. Son amour et son attachement pour son père n'ont pas changé avec le temps. Au contraire, elle disait à ses amis qu'elle adorait son père et qu'elle ferait tout pour lui. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a accepté la proposition que vont lui faire ses parents et qui deviendra la pire décision de toute sa vie. En février 2012, alors qu'elle a 25 ans et qu'elle mène une vie de jeune femme libre et épanouie, ses parents vont lui proposer un mariage arrangé avec son cousin Shakil. Elle a toujours considéré Shakil comme son frère, car ils se connaissent depuis le plus jeune âge. Mais cette proposition vient de ses parents, qu'elle aime plus que tout, et elle part du principe qu'ils ne lui veulent que du bien, donc elle accepte. Au moment où elle accepte, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son père a fait une sorte d'arrangement avec son cousin Shakil. Il pourra venir en Angleterre s'il épouse Samia, et donc avoir les papiers britanniques.
Donc là, clairement, on a un père qui utilise sa fille pour un arrangement et qui ne pense pas au bien-être de son enfant. C'est tellement triste de voir ça, ne pas se soucier du bonheur de son enfant, ni même savoir si elle est amoureuse finalement. Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre comme comportement. Parfois j'ai l'impression que les gens ne se mettent jamais à la place des autres, c'est un truc de fou. Enfin bon, ça commence déjà très fort. Elle va donc se marier avec son cousin, comme cela se fait souvent dans la tradition pakistanaise. Pour info, son père et sa mère sont eux-mêmes cousins. Shakil est un jeune homme qui vit dans leur village au Pakistan. Donc là, on imagine bien que leur mode de vie et leur mentalité sont déjà très différentes. De plus, physiquement, elle est beaucoup plus belle que lui. Bien qu'elle ait accepté ce mariage sans subir de pression de la part de ses parents, Samia n'est pas heureuse, car après tout, elle a accepté uniquement pour faire plaisir à sa famille, pour qu'il ne soit pas humilié auprès des autres membres de la famille et de la communauté. Durant les préparatifs du mariage, elle est vraiment gâtée par ses parents. Ils l'emmènent partout pour lui acheter tout ce qu'elle veut. De beaux saris, qui est la tenue traditionnelle des femmes en Inde et au Pakistan, des bijoux, etc. Mais tout ça ne suffira pas à la rendre heureuse. Le 18 février 2012, c'est le jour du grand départ pour Samia. Elle doit se rendre au Pakistan, et sur le chemin pour l'aéroport, elle a littéralement le cœur brisé. Et n'en revient pas qu'elle va vraiment prendre l'avion pour aller se marier au Pakistan. Elle s'apprête à quitter sa ville, ses amis, ses repères pour un homme qu'elle n'a pas choisi. Dès son atterrissage, elle raconte tout à l'une de ses meilleures amies de Bradford qui s'appelle Sameira. Elle s'envoie continuellement des messages et s'appelle beaucoup. Samia lui raconte tout dans les moindres détails. Elle avait besoin de se confier et ça se comprend après de tels changements. Après la cérémonie du mariage, Samia et Shakil se sont installés dans la maison que le père de Samia a fait construire pour eux au village. La famille de Samia la laisse donc seule avec son nouveau mari et retourne au Royaume-Uni. Arrivé chez eux, le père de Samia commence à entreprendre des démarches pour que Shakil puisse venir à Bradford avec Samia. Étant une très gentille jeune femme, Samia fait son maximum pour que ce mariage fonctionne, ce qui donne l'illusion aux familles qu'elle est heureuse, alors que ce n'était pas du tout le cas. Comme je le disais, elle n'est absolument pas heureuse. Elle fait juste bonne figure, en espérant qu'elle finira peut-être par être heureuse. Mais malheureusement, le bonheur ne viendra pas. Malgré ses efforts, sa vie avec Shakil ne se passe pas bien. Ils ne viennent pas du même monde, il est dur et oppressant avec elle. Elle qui a toujours été libre et choyée, c'est une ambiance à laquelle elle ne peut pas s'acclimater. En juin 2012, Samia retourne au Royaume-Uni. Elle est seule pour faire les démarches pour le visa de Shakil. Elle retourne donc dans la maison de ses parents, à Bradford. À son retour, elle se confie à son amie Sameira pour lui dire qu'elle n'est pas heureuse. Au contraire, elle est tout le temps triste depuis qu'elle s'est mariée. Samia dit à son amie qu'elle est en pleine dépression et que le fait de s'être mariée est en train de la tuer. Son amie Sameira lui demande si elle envisage de rester avec son mari, car selon elle, elle ne pourra pas jouer la comédie de la femme heureuse toute sa vie. Et elle avait raison, tu ne peux pas être heureux avec quelqu'un que tu n'apprécies pas. C'est pas possible. Malgré tout ça, Samia n'envisage pas de raconter tout ce qu'elle vit à ses parents, et encore moins de leur parler de divorce. Elle connaît le poids des traditions, et sait très bien que l'honneur de sa famille repose sur ses épaules. C'est très triste, mais dans une note vocale, elle disait même à son amie qu'elle voulait mourir, et qu'elle demande dans ses prières de mettre fin à ses jours. Mesquina, ça fait de la peine de voir quelqu'un dans cette situation. Et dire qu'il y en a tellement qui doivent vivre ça, c'est juste terrible. Enfin bref. Le temps que les démarches administratives progressent, elle reprend tranquillement sa vie au Royaume-Uni. Au moins pour le moment, elle est à Bradford, sans son mari. Un an plus tard, alors qu'elle est au restaurant avec des amis, Samia fait la connaissance de Mukhtar Kazim. Mukhtar Kazim est un charmant jeune homme originaire du Pakistan, mais qui vit et travaille à Dubaï. Au cours de ce dîner, ils discutent beaucoup et finissent par vraiment sympathiser. De là, ils vont rester en contact, et de ça va naître une très belle amitié. Depuis ce dîner, ils discutent et s'envoient régulièrement des messages. En octobre 2013, Samia rencontre secrètement Mukhtar à Londres. Ils se baladent à Piccadilly Circus, passent une magnifique journée au point où ils ne veulent plus se quitter. Mukhtar ne laisse pas Samia indifférente, et Samia plaît beaucoup à Mukhtar. C'est une sorte d'évidence entre eux. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mukhtar représente l'homme parfait dont Samia a toujours rêvé. C'est un vrai gentleman. Et pour Mukhtar, Samia est également la femme dont il a toujours rêvé. Après ce rendez-vous qui marque le début de leur histoire d'amour, Samia va se transformer. Ça faisait tellement longtemps que son amie Sameira n'avait pas vu Samia aussi heureuse. Elle était très contente pour elle. Entre-temps, Mukhtar repart à Dubaï, car c'est là-bas qu'il vit. Mais il revient de plus en plus souvent à Bradford et à Londres. Un jour, il prend son courage à deux mains
et il lui dit qu'il l'aime plus que tout et qu'il veut l'épouser. Et là, Samia va lui répondre que c'est exactement ce qu'elle veut aussi. Le seul problème, et c'est un problème de taille, c'est qu'elle était toujours mariée à Shakil. Mokhtar est au courant de toute l'histoire, mais il ne désespère pas. Il sait qu'ils trouveront une solution pour libérer Samia de ce mariage arrangé. Entre-temps, il faut savoir que la demande de visa de Shakil a été rejetée, ce qui implique que Samia allait devoir retourner au Pakistan pour rester avec son mari Shakil. Mais pour elle, il en était hors de question. Alors Samia va appeler Shakil pour lui demander de divorcer. Mais lui, il va dire non. Il n'envisage absolument pas de la divorcer. Elle va donc secrètement rencontrer un imam de Bradford, à qui elle va raconter son histoire et qui accepte de l'aider à divorcer selon la loi de la charia. Il s'agit de la loi islamique, car au Pakistan, la majorité des habitants sont musulmans. Le 1er mai 2014, l'imam annonce à Samia qu'elle est bien divorcée. Et tout ça est fait sans que sa famille soit au courant, car évidemment, tout ça s'est fait en secret. Il faut aussi savoir que le divorce selon la loi de la charia, la loi islamique, n'est pas valide selon la loi britannique. Dès qu'elle a obtenu le papier du divorce, elle va directement appeler Mokhtar, qui était à Dubaï, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pour eux, Samia est désormais libre, et ils vont enfin vivre leur histoire d'amour. Le 7 septembre 2014, ils organisent un mariage secret avec Mokhtar, où il y aura leur ami et la famille de Mokhtar. C'est Samaïra qui s'occupera de la maquiller et de la coiffer. Ce jour-là, Samia est juste magnifique. Elle est tellement heureuse, elle est belle et lumineuse dans son sari rouge, avec son henné sur les mains. La suite du plan est maintenant qu'elle parte rejoindre Mokhtar à Dubaï, pour qu'ils puissent enfin vivre ensemble. Mais un jour, en octobre 2014, il va se passer quelque chose. Alors qu'elle marchait dans la rue avec sa cousine, elle se fait violemment attaquer. Une personne a sauté sur elle avec une barre de fer et l'a rouée de coups. Mais personne ne touche à sa cousine, donc on peut supposer que c'est une attaque ciblée. Qui a attaqué et battu Samia en pleine rue? Peut-être que quelqu'un est au courant de la relation qu'elle a avec Mokhtar et de son mariage? Ici, on peut se poser pas mal de questions. C'était très inquiétant. Elle part à l'hôpital et avertit la police, mais sa famille ne va pas la rejoindre. Ce qui laisse un peu plus supposer que cette attaque n'avait rien d'hasardeux. Désormais, Mokhtar doit retourner à Dubaï pour le travail et Samia doit rester à Bradford jusqu'à ce qu'elle obtienne un visa pour le rejoindre. Malheureusement pour elle, sa famille va comprendre ce qui se passe. Et comme vous pouvez vous en douter, ils vont très mal le prendre. Elle est contrainte d'appeler la police, sa mère est hystérique. Toute sa famille commence à entendre parler de cette histoire. Elle devient prisonnière dans la maison de ses parents. Et encore, ils ne savent pas tout de l'histoire. Ils ont juste quelques informations, comme le fait qu'elle ait demandé Shakil de la divorcer. Imaginez à ce moment-là s'ils avaient tout découvert. Sous la colère, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle aurait pu subir. Déjà que là c'est très inquiétant et qu'ils sont déjà très énervés, alors j'imagine même pas. Grâce à ses amis qui l'ont toujours soutenue et aidée, elle arrive à obtenir son billet et son passeport. En mai 2015, elle s'enfuit de la maison et se rend à l'aéroport direction Dubaï. Dès le premier jour, elle a littéralement adoré Dubaï. Mokhtar l'emmène visiter les moindres endroits. Et elle, avec son téléphone, elle va envoyer plein de vidéos de son voyage sur Snapchat. À ce moment, Samia n'a jamais été aussi heureuse et elle n'avait qu'un rêve, avoir un bébé. Elle était pressée d'être maman et de pouvoir s'épanouir. Mais malgré la vie de rêve qu'elle vit à Dubaï, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Samia est une jeune femme qui a toujours aimé ses parents et elle a au fond d'elle la forte envie de leur présenter ses excuses et d'obtenir leur pardon. Elle demande même à Samaïra d'essayer de lui envoyer une photo de ses parents si elle est amenée à les voir. Elle reste donc en contact avec sa famille quand elle est à Dubaï. Elle cherche vraiment leur pardon et elle fait tout pour ça. Elle avait besoin de la bénédiction de ses parents, mais son père, lui, refuse de lui parler. Mokhtar a également essayé de se faire accepter dans la famille. Il supplie littéralement le père qui n'a qu'une seule réponse à chaque fois. « Quitte-la, quitte ma fille !» En septembre 2015, Samia se rend à Bradford pour voir sa famille. Une fois dans la maison familiale, la mère fait rencontrer le père et sa fille. Le père pleure beaucoup et Samia l'embrasse et lui demande pardon. Il est sur le point de lui pardonner, mais ses tantes sont également présentes et elle encourage le père à rejeter sa fille et de ne pas lui pardonner. C'est quel genre de tante ça, sérieux? Bah, vive la famille? Non mais, ça fait tellement peur ce genre de réaction. Soyez de son côté la pauvre, Mskina. Elle est seule, elle est... Ah, c'était des jalouses, c'est pas possible. Non là, franchement, c'est trop. Même son sang, ses tantes vont lui cracher dessus. Enfin bref. Et son père, qui en réalité voulait la pardonner, écoute les tantes et rejette sa fille. Il choisit la réputation et son honneur plutôt que l'amour qu'il portait à son enfant. Après cette rencontre, Samia comprend que c'est fini. Ses parents ne veulent plus d'elle.
Ils l'ont rejeté et ne verront probablement jamais leurs petits-enfants, et cela lui brise le cœur. 10 mois plus tard, à Dubaï, Samia reçoit un appel du Pakistan. Son ex-belle-mère, la mère de Shakil, est décédée, ce qui affecte Samia car elle l'aimait beaucoup. Dès lors, Samia se demande si elle ne devrait pas se rendre au Pakistan pour les funérailles. Mais Mukhtar pense que ce serait beaucoup trop dangereux pour elle. Durant cette période de réflexion, si elle devait s'y rendre ou non, elle reçoit de nouveaux appels du Pakistan. Ses parents y sont actuellement présents pour assister aux funérailles et son père est tombé malade. Il a des problèmes de tension artérielle et il peut également mourir d'un moment à l'autre, ce qui finit par la convaincre qu'elle doit partir au Pakistan. Ses parents lui manquent, son père est malade. Malgré le risque, comment ne pas y aller? Mais il y a aussi un détail, Shakil, son ex-mari, l'a appelé en pleurant. Durant l'appel, il était comme devenu fou et on le sentait dépassé par la situation. Avec tout ça, tous ces appels, Samia comprend que c'est un vrai risque pour elle de se rendre au Pakistan. Et ses amis lui disent qu'elle est folle, qu'elle ne doit pas partir. Mais elle n'a qu'une idée en tête, rejoindre son père malade, qu'elle aime tant. Et comment lui en vouloir? C'était son père après tout. Elle prend donc un billet pour le Pakistan, et bien que son mari Mukhtar soit terrorisé à l'idée de la laisser partir, il ne peut pas l'empêcher d'aller voir son père, qui est peut-être mourant. À l'aéroport, il la prend dans ses bras, et elle lui dit pour le rassurer, « Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien ». Il ne le savait pas encore, mais c'était réellement la dernière fois qu'ils se voyaient. Dans l'avion, elle a comme un pressentiment et envoie un message à Samaïra. « Prie pour que je revienne en vie le 21 juillet ». Samia arrive au Pakistan le 14 juillet 2016. Elle passe la première nuit dans la maison d'amis où elle cache son passeport et son billet retour car elle a peur que sa famille les lui confisque. Elle envoie des messages à Mukhtar où elle indique qu'elle partira au village le lendemain matin car ce n'était pas prudent d'y aller le soir. Cette nuit-là, elle allait rester avec des amis. Le 15 juillet, elle se rend donc au village. Elle n'a plus internet donc il sera très difficile de la joindre. Le 16 juillet, elle envoie un message à Mukhtar où elle lui dit qu'elle va se rendre sur la tombe de sa tante avec son père et qu'ensuite elle va rentrer. Le soir, ils se souhaitent bonne nuit par message avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver dans quelques jours. Le 19 juillet 2016, Samia se réveille et elle envoie un message à Mukhtar qui lui répond par message qu'il a mal dormi. Il a fait un horrible cauchemar. Samia lui demande quel était ce cauchemar. Il lui répond qu'il ne sait plus, mais qu'il s'est réveillé choqué. Elle lui demande alors de prier pour elle, pour qu'elle rentre saine et sauve à Dubaï. Le 20 juillet 2016, Samia se réveille très tôt. À 6 heures, elle n'arrive déjà plus à dormir. Mais c'est peut-être l'angoisse de voyager le lendemain pour rentrer à Dubaï, et aussi la peur que tout ne se passe pas comme prévu. Aux alentours de midi, elle envoie un message à Mukhtar. « Je vais au bazar faire quelques achats pour le dîner de ce soir. Je décolle demain, et j'espère que tout ira bien, Inch'Allah. » Suite à ces messages, Mukhtar essaie de la joindre sans succès à 15h02 et il écrit le message suivant. « Pourquoi ton téléphone est éteint? Je suis super inquiet, appelle-moi quand tu peux. » Il n'a malheureusement aucune réponse. À 17h22, il envoie un nouveau message. « Je suis inquiet, texte-moi aussi vite que possible. » Mais là encore, il n'aura aucune réponse. 17h59 exactement, il envoie ce SMS. « Je suis mort d'inquiétude. Maintenant si tu lis ça, trouve un moyen de me contacter très vite. » Malheureusement, là aussi, il n'aura aucune réponse. Par cette chaude journée de juillet, au milieu de l'après-midi, le policier Mohamed Navid du commissariat de Mangla Kant reçoit un appel d'une personne qui pleure. Cette personne va lui dire « Ma fille est morte, ma fille est morte ». Il dit qu'il s'appelle Shahid, du village de Pandori. Quelques instants plus tard, les policiers arrivent à la maison des Shahid, au village de Pandori. Et là-bas, ils font une macabre découverte. Le corps de Samia est là, sans vie, au pied de l'escalier. Le chef de la police, Mujahid Akbar Khan, s'est rendu en personne sur le lieu du crime. Le père de Samia l'a accueilli, en disant que sa fille vivait ici avec son mari Shakil, et qu'il était là quand sa fille s'est effondrée, au pied de l'escalier. Il a également dit qu'il ne savait pas où était Shakil, et que personne ne l'avait vu. Toutes ces informations, la police va trouver ça vraiment étrange et suspect. La police explique par la suite que Shakil s'est enfui et s'est caché. Une autopsie a été effectuée, et le corps de Samia a été enterré le jour même. Pendant ce temps, Mukhtar est littéralement mort d'inquiétude à Dubaï, car il n'a plus de nouvelles de sa femme malgré ses appels et ses messages. Rien, aucune réponse. Il finit par écrire à la sœur de Samia qui ne lui répond pas. À 22h, son téléphone sonne enfin. Il prend le téléphone, heureux d'avoir enfin des nouvelles, mais malheureusement, ce qu'il va entendre est horrible. La cousine de Samia vient de lui annoncer qu'elle est morte d'une crise cardiaque. D'une crise cardiaque. Eh oh, on n'est pas dupe. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge?
Mais il fallait inventer un truc plus crédible. Une crise cardiaque. Quand il entend ça, le premier instinct de Mokhtar, c'est qu'elle n'est pas morte. C'était juste inconcevable pour lui. Pas plus tard qu'hier, il s'envoyait des messages. C'était impossible. Pour lui, ils ont pris ses papiers et son passeport, et il veut juste la séquestrer et lui faire croire qu'elle est morte. En tout cas, il veut croire qu'elle n'est pas morte. Il prend un avion pour le Pakistan, et 3 jours après le décès de Samia, il arrive au commissariat de la police pour essayer de comprendre ce qui se passe. Lui, ce qu'il voulait, c'était retourner à Dubaï avec sa femme. Il n'accepte pas l'idée qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais malheureusement, la police lui confirme que Samia est bien décédée. Mokhtar explique que Samia est son épouse. Il leur montre des photos de leur mariage, etc. Il refuse de croire l'explication de la mort naturelle et leur demande où est son cousin Shakil. Là, pour la police, tout change. Ils sont en train d'avoir une toute autre version. On leur avait quand même dit que Samia vivait au village avec son mari Shakil, alors que ce n'était plus du tout le cas. Et le fait que Shakil ait disparu après sa mort, plus tous les éléments apportés par Mokhtar, place Shakil en suspect numéro 1 pour assassinat. Donc là on passe d'une mort naturelle à un assassinat. Et encore plus qu'un assassinat, un crime d'honneur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les médias nationaux s'emparent de l'histoire qui entoure la mystérieuse mort de Samia. Et cette histoire va même traverser les frontières et être saisie par la BBC, car Samia est une citoyenne britannique. Lors d'une interview du père de Samia par la BBC, celui-ci va mentir et nier connaître l'existence de Mokhtar. Il dit qu'il s'est rendu à la maison de sa fille à Pandori et qu'il a trouvé le corps sans vie de sa fille et que l'autopsie a indiqué qu'il n'y a eu aucun signe de violence sur son corps. Il dit également vouloir savoir ce qui est arrivé à sa fille. Il insiste en disant qu'il ne connaît aucun Mokhtar et que sa fille était mariée à Shakil et qu'ils étaient heureux ensemble, qu'elle était venue pour les funérailles de sa tante et qu'ensuite elle est morte. Et aussi que Mokhtar Kazim est juste un imposteur, qu'il a acheté de fausses preuves et de faux documents. Ah oui, on en est là, à ce point. Ce que je me demande ici, est-ce qu'ils ont vraiment aimé leur fille pour mentir à ce point? Mskina, je le dis souvent, mais dans cette histoire, la pauvre, elle fait vraiment de la peine. Je ne souhaite à personne ce qu'elle a pu vivre au sérieux. La police et les autorités britanniques se saisissent de l'histoire, et pour eux, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'un meurtre. Après 8 jours, Shakil est réapparu et il a été auditionné, ainsi que le père de Samia. Shakil et le père de Samia vont nier et ne passent pas aux aveux. Cependant, l'enquête indique que le plan initial était d'empêcher Samia de repartir en lui prenant son passeport et son billet. Mais comme il ne les trouvait pas, Shakil serait parti la retrouver dans sa chambre et lui aurait dit qu'elle allait rester avec lui. Face à son refus et pris de colère, il a commencé à la violer. Et quand il a fini, elle s'est relevée et s'est mise à hurler et voulait s'enfuir en courant. Quand il a vu ça, il a attrapé son foulard et l'a étranglée jusqu'à la tuer. La police pakistanaise a été réprimandée car elle avait des preuves évidentes du décès par asphyxie ainsi que du viol, mais ils n'ont rien dit. Ils ont préféré dire qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Le père de Samia et Shakil ont été arrêtés, mais les deux ont nié toute responsabilité concernant la mort de Samia. Le père a ensuite été libéré, faute de preuves, et il est mort depuis. Concernant Shakil, aux dernières nouvelles, il aurait été libéré en septembre 2018. Tout ça parce que l'affaire n'a pas évolué, et aussi le fait qu'il persiste à nier. Il aurait indiqué qu'il envisageait partir vivre au Royaume-Uni avec sa nouvelle épouse. Ainsi se termine l'affaire de Samia Shahid. Et comment vous dire que c'est tout simplement révoltant. Ce criminel en liberté et une femme morte. Tout ça parce qu'elle voulait simplement vivre sa vie. Ce qui m'énerve ici, c'est que lui est en liberté et il est en train de refaire sa vie, comme si de rien n'était. C'est tout simplement dégueulasse de voir à quel point la justice ne fait pas son travail. Ce genre d'affaire me touche énormément, parce que je me dis qu'elle n'est pas la seule en fait. Des femmes dans des situations d'injustice, il y en a des milliers à travers le monde, et c'est ça qui est terrible. Et je dis des milliers, mais des dizaines de milliers même. Il y en a beaucoup trop. Et c'est pour ça que je vous parle de cette affaire aujourd'hui. Peut-être même qu'à ce moment précis, il y en a qui m'écoutent. Voyez à quel point ce genre de sujet est important. Je vous envoie beaucoup d'amour pour celles qui peuvent se trouver dans une situation un peu similaire. Ne lâchez jamais rien. Et Inch'Allah, je ne vous souhaite que du bien. Enfin bref mes amis, il est temps pour moi d'arrêter la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et j'attends vos commentaires avec impatience. Prenez soin de vous et vos proches et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.